Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de dormir plus pour maigrir plus. On va parler de ne surtout pas arrêter la viande. C'est pas pour des raisons, prise de masse musculaire ou autre, c'est pour d'autres raisons. On va voir un petit peu, on va débattre, je vais juste en parler en fait, parce qu'il y a personne pour en débattre avec moi. Et on va parler également des glucides raffinés. De l'alimentation ultra transformée dont les glucides font partie, on va dire, les glucides raffinés sont vraiment très majoritaires là-dedans. Et voilà. Bon, avant de démarrer, pour ceux qui veulent un programme d'entraînement qui ressemble plus à un programme, on va dire, je vais pas dire sport parce que la musculation reste un sport, mais un plan d'entraînement qui associe du cardio, qui associe de la musculation et qui n'est pas quelque chose totalement au hasard, totalement un circuit training, des choses comme ça. Je vous propose d'aller voir le programme que j'ai fait pendant, on va dire, 1 mois et demi à peu près. Que j'ai vraiment apprécié. C'est une approche, que je pense pas avoir vu ailleurs et qui permet de faire vraiment pas mal de cardio tout en ne négligeant pas la musculation, parce que c'est toujours ça l'équilibre à avoir, hein. C'est quand on s'entraîne en muscu, on veut aussi faire un peu de cardio, mais bon, si on fait trop de cardio, la muscu ça réduit, ou alors on baisse les charges, etc. Là, en fait, le programme, vous allez voir qu'à l'intérieur de votre séance d'entraînement, vous aurez pas mal de cardio. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir pas mal de cardio. Donc, à peu près une trentaine de minutes, de cardio, plus de la musculation lourde. Et lourde, pas 2 reps, hein. C'est quand même quelques séries et des répétitions de type normal, hein. Musculation, type hypertrophie, etc. Bon. Ce plan, je l'ai proposé depuis dimanche matin, il est en ligne, donc si vous l'avez pas vu, allez voir soit votre boîte mail, soit vous allez voir les notes là sous l'épisode là sur la plateforme de podcast que vous appréciez, et on se retrouvera de l'autre côté pour voir un petit peu tout ça. Donc voilà, le programme s'appelle Hybrid Training, un entraînement pour s'affûter. J'avais mis même des stars pour s'affûter, parce que c'est vrai que c'est une approche qui est assez rapide, on va dire. Quand je dis rapide, c'est que en 45 minutes, 1 heure, on monte vraiment bien dans les tours. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont du mal à transpirer à l'entraînement, vous allez voir que là, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est en lien là dans les notes du podcast, vous allez voir, et puis vous pouvez tester, vous verrez, c'est nouveau par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, pardon. Donc le premier sujet du podcast, les glucides raffinés sont les plus responsables des problèmes de santé actuels. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Voilà. Donc en fait, j'ai récupéré cet article. Et dans l'article, un des premiers points, alors c'est le professeur Walter Willett de Harvard qui dit: les graisses ne sont pas le problème. Alors bon, il fait le constat, vous savez, depuis des années, les graisses ont été diabolisées, etc. Bon, nous, on commence à être quand même au courant de ce truc-là, hein. Mais bon, globalement, c'est ce qui a été dit pendant des années, c'est les graisses les coupables de toutes les maladies et de tous les problèmes liés à l'alimentation. Mais comme il dit, depuis plusieurs années, les chercheurs ont reconsidéré leur jugement et maintenant ils s'en prennent plus aux aliments de type raffiné, glucidique, ultra transformé. Donc l'ultra transformé, oui, ça c'est vrai qu'on a de plus en plus de recommandations qui sont faites dessus. Même dans la littérature, on va dire populaire, c'est même pas la littérature, c'est les médias populaires et tout, on parle d'alimentation transformée ou ultra transformée qu'il faudrait mieux réduire, voire éviter, mais ça a encore la peau dure, quoi, tout ce qui est glucides raffinés et tout.
Et donc il disait là, la population doit impérativement réduire ses aliments si elle veut retrouver la ligne, combattre l'obésité, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et le diabète. C'est vrai que si vous regardez bien les maladies entre guillemets les plus communes, qui sont diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, hypertension, c'est quand même fou de voir que ces maladies-là, quand on vous diagnostique ce genre de maladie, il y a toujours derrière une approche alimentaire particulière. C'est-à-dire que si vous êtes obèse, on va vous dire de manger autrement. Si vous avez une maladie cardiovasculaire, on va vous dire d'éviter certains aliments, d'en privilégier d'autres. L'hypertension, pareil, et le diabète, pareil, notamment les glucides. Donc il y a une sorte de, comment dire, il y a une sorte de non-dit chez les personnes en bonne santé. C'est-à-dire que on entend très souvent chez les personnes qui se disent très rationnelles, etc., que l'alimentation, oui, ça aide un peu, mais c'est pas magique. Alors que le jour où il y a une pathologie, l'alimentation devient importante pour éviter que la maladie ne progresse trop vite, voire essayer un petit peu de la faire reculer. Donc c'est quand même étrange de bien mettre en avant le côté rôle de l'alimentation quand la pathologie est là, mais en aucun cas en parler avant. Donc c'est-à-dire que on dit qu'il y aurait une alimentation pour améliorer quand on a la pathologie, mais en aucun cas on va dire avant, quand la personne est en bonne santé, de faire attention à certaines choses si elle ne veut pas aller vers l'obésité ou le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Et c'est là où je trouve qu'il y a un côté faux cul dans les recommandations, parce que si on change ses habitudes alimentaires quand on a la pathologie et qu'on voit qu'il y a des changements qui se font et qu'il y a une amélioration ou autre, pourquoi ces recommandations ne sont pas par défaut tout le temps? C'est-à-dire que pourquoi on ne dirait pas aux gens, par défaut, même si vous êtes en bonne santé, c'est pas bon de le faire. Et je trouve que là, il y a un côté un petit peu faux cul, comme toujours, hein, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez bien, observez bien toutes les maladies les plus communes, ce qu'on appelle les maladies modernes, etc., liées à maladies de civilisation, etc. Il y a toujours ou presque toujours dans le traitement quand la pathologie est là, un impact de l'alimentation, des recommandations d'alimentation. Donc, c'est vraiment ça que j'avais envie de dire aujourd'hui par rapport à ce sujet-là. On recommande aux gens de changer leur approche alimentaire quand ils sont malades, mais en aucun cas on les aiguille avant pour éviter de tomber malade. Et je sais que là, j'enfonce une porte ouverte pour vous, parce que vous savez déjà tout ça, mais c'est de l'observation, en fait. C'est le côté, et puis même, vous savez, quand les personnes vont bien, et qu'on parle d'alimentation pour aller bien, pour essayer de maintenir, on tombe un petit peu dans le côté charlatanisme, naturopathie, etc. Vous savez, il y a pas médecin, donc pas sérieux, quoi, en gros. Mais par contre, le jour où la pathologie est là, ça devient sérieux, l'alimentation. Donc je trouve ça dommage de s'y prendre tardivement. Enfin, c'est mon point de vue après, hein. Et encore, on n'est pas à l'abri d'avoir un problème, mais je trouve ça encore une fois très naïf et très malhonnête que le rôle de l'alimentation ne devienne important que quand la pathologie est là. Voilà, c'est mon point de vue. Après, on le partage peut-être pas tous, hein. J'avais surligné pas mal de passages dans l'article, notamment, oui, voilà. Donc, il cite le professeur Walter. Alors, je sais pas si on dit Willett ou Willett. On va dire Willett, parce que moi je le prononce comme ça. École de santé publique de Harvard. Alors, il y a eu une citation. Si les Américains pouvaient éliminer les boissons sucrées, les pommes de terre, le pain blanc, les pâtes, le riz blanc et les snacks sucrés, nous balayerions presque tous les problèmes que nous rencontrons avec le poids, le diabète et les autres maladies métaboliques. En fait, moi je pense que ces recommandations-là, aujourd'hui, elles sont neuves, elles sont malheureusement... En fait, j'ai vu il y a pas longtemps
enfin c'est pas un reportage, c'est un genre d'interview sur un espèce de plateau. Alors je sais pas si c'était un plateau de télé 100% web, enfin web TV ou autre, mais ça avait l'air d'être sérieux dans le sens où c'était un format d'émission classique, un petit peu comme vous savez les émissions qu'on a sur France 5 et compagnie. Et en fait, il disait à un médecin, oui alors cher médecin, est-ce que c'est risqué ou pas d'éliminer la diète, d'éliminer les glucides comme ils font dans certaines approches alimentaires, comme le régime Atkins ou le régime cétogène, etc. Et en fait, l'argument du médecin n'était pas pour la santé, c'est mieux, le corps est capable de métaboliser, enfin d'avoir du glucose sans passer par l'alimentation riche en glucides, d'obtenir son glucose, de convertir certaines choses en glucose, mais son argument était sur mais de toute façon ne pas manger de féculents c'est pas tenable, de pas manger de pain c'est pas tenable, de pas manger de pommes de terre c'est pas tenable. Donc en fait l'argument était ce n'est pas tenable. C'est-à-dire que il prend tout de suite il dit par défaut personne ne peut le faire parce que c'est pas tenable. Mais pas tenable comment en fait déjà moi ça m'indique une chose quand une personne dit ça, c'est qu'elle-même n'a pas essayé. Et d'ailleurs, elle n'avait pas un poids de forme, cette personne-là, malheureusement pour elle. Elle a l'œil maintenant, on peut le voir. Et donc, forcément, il y a toujours un biais. Comme moi, je peux avoir un biais une fois qu'on a réussi à perdre du poids, on a un biais de faisabilité, c'est-à-dire qu'on a le biais de se dire vu que j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. Donc ça, c'est mon biais à moi il faut faire attention d'ailleurs à ça, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas équipés psychologiquement de la même façon pour tenir un régime, ils n'ont pas les mêmes motivations, ils n'ont pas les mêmes. En fait, ils ne comblent pas la même chose que les autres avec l'alimentation. Donc moi, j'ai ce biais-là, mais il faut faire attention parce que d'autres personnes peuvent avoir un autre biais qui est que vu que moi j'y arrive pas, alors par défaut ça n'est pas tenable. Et ça j'avais trouvé ça étrange que l'argument de faisabilité, de non faisabilité ou de faisabilité d'une approche alimentaire était ça n'est pas tenable. Ça c'est subjectif quoi, voilà. Bref, puisque le jour où ils sont vraiment malades, admettons une personne si on prend cet argument, on le développe. Une personne, donc le médecin en question, je pense que beaucoup de médecins ne partagent pas d'ailleurs son point de vue, puisque un diabétique par exemple qui arrive chez le médecin, voilà, il sait qu'il est diabétique, voire le diabète de type 1, donc celui qui est, on va dire, le plus agressif entre guillemets, c'est pas celui qui est lié au mauvais comportement de vie, mais celui qui est plutôt lié à la génétique, en fait, cette maladie auto-immune qui fait qu'on va être dépendant à des injections d'insuline, etc., et à se mesurer avec son testeur de glucose, etc., et je sais même plus comment ça s'appelle, les cétones, bref, voilà, je vais pas rentrer dans les explications pointues parce que c'est pas un sujet que je maîtrise beaucoup, je ne suis pas médecin, mais comme dirait Étienne Klein, on va pas dire à un diabétique insulinodépendant, je crois qu'on dit ça comme ça, de manger, si tu tiens pas, mange des féculents, puisque justement il doit contrôler son apport. Donc on voit bien que lorsque la pathologie est là, encore une fois, le contrôle doit s'imposer et on lui demande pas c'est tenable ou pas tenable. T'as pas le choix, sinon c'est hyperglycémie ou hypoglycémie ou pas hypo non, puisque si t'as des glucides, tu seras pas en hypo mais plutôt en hyper. L'argument ne tient plus. Donc c'est toujours pareil, moi je trouve ça étrange, ce genre d'argument limite émotionnel quoi. Non mais c'est normal, vous n'avez pas à vous en passer parce que c'est pas tenable. Donc quand je parle des féculents, les gens vont me dire oui mais on peut manger des féculents Théo quand même. Oui non mais moi je suis d'accord avec ça. Mais je fais une différence entre les pâtes blanches de blé et je sais pas un riz camarguais, un riz complet, du quinoa, des légumineuses qui ne sont pas réellement des féculents mais souvent les personnes les mettent dans cette catégorie, c'est plus facile. De comparer la patate douce à la pomme de terre, c'est pas la même chose, les boissons sucrées, voilà toutes ces choses-là. Quand tout va bien, effectivement, les gens se disent j'ai pas de raison de m'en passer. Et puis quand tout va mal, on se dit on n'a pas trop le choix. Donc il y a une psychologie qui dirait on n'a qu'une vie, faut en profiter, et d'autres qui diraient on n'a qu'une vie, autant qu'elle soit le plus longue possible. Donc c'est chacun voit son midi à sa porte de ce côté-là. Mais globalement, l'avantage des Américains, c'est qu'ils sont très avancés sur l'alimentation de mauvaise qualité par rapport à nous. C'est-à-dire que eux, je crois, il y a quelques années déjà, donc je crois qu'il y a même une petite dizaine d'années, ils étaient déjà à 75% d'alimentation transformée dans leur quotidien.
Je ne sais pas à combien ils en sont aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous invite à faire une petite enquête. J'imagine que comme tout le monde, vous avez un profil Instagram au moins de voyeur, c'est-à-dire sans forcément de photos, mais vous suivez des athlètes, des personnalités, etc. Et vous pouvez regarder un petit peu ce qu'ils font. Et observez l'alimentation, la nutrition, globalement, faites une moyenne de l'alimentation, même des sportifs qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, donc les Américains. Et vous allez voir que eux, leur approche saine est quand même largement composée d'alimentation transformée. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des pains, certes sans gluten et tout, mais ça reste des aliments transformés. Ils vont avoir des sauces, ils vont avoir des fromages dépourvus de lactose, dépourvus de graisse, dépourvus de sel, etc. Mais ils auront, même ces personnes qui font attention, ils auront quand même beaucoup d'aliments transformés. Et notamment dans le monde de la musculation, pour ceux qui ont lu beaucoup de magazines comme moi à l'époque où il y avait des magazines de muscu, il y en avait, on pouvait en avoir jusqu'à 4 par mois à la librairie. Donc je me rappelle, il y avait Flex, Muscle and Fitness, Le Monde du Muscle, et un qui s'appelait Body Fitness, je crois. On avait des fois des approches alimentaires qui venaient des États-Unis, ou même Men Fitness et Men Health. Dans les approches alimentaires, on voyait très souvent, rappelez-vous, de la sauce salsa qui revenait. Donc cette petite sauce, vous savez, à la tomate, je crois qu'il y a du poivron dedans, de l'oignon, enfin voilà. Mais bon, ça reste quand même une sauce qui, globalement, y rajoute un peu de sucre et tout dedans. Mais pour eux, ça faisait partie de leur approche alimentaire, c'était vu comme ça, un peu de sauce salsa, etc. Donc, on n'a pas du tout la même approche. Nous, peut-être qu'en France, on a cette chance grâce à l'alimentation. Il faut savoir qu'on nous envie pour notre alimentation, la diversité qu'on peut avoir sur notre sol, en fait, d'avoir de la viande, d'avoir du poisson, parce on a de l'océan, on a de la mer, on a des fruits de mer. On a quand même cette chance-là. Et on a, même si on s'en plaint beaucoup, on a accès à une alimentation qui me semble de bien meilleure qualité. Bref, donc pour eux, ce chercheur-là, le professeur Walter Willett, si les Américains pouvaient éliminer les boissons sucrées, les pommes de terre, le pain blanc, les pâtes, le riz blanc et les snacks sucrés, ça irait mieux. Bon. On continue, un grave problème de santé publique, donc j'avais renoté aussi. Alors, attention. En France, par exemple, le Programme National Nutrition Santé, donc le PNNS, conseille depuis son origine, j'imagine, de manger peu de graisse et au contraire des féculents à chaque repas. Donc globalement, matin, midi et soir, féculents. Ce type de message anti-gras, pro-féculents, a fait grimper la consommation de féculents farineux, explique le docteur Frank Hu, professeur de nutrition à Harvard. On peut lier ce changement aux plus graves problèmes de santé auxquels notre société doit faire face aujourd'hui. Faut pas oublier quand même que les féculents le soir, admettons, vous mangez des féculents le soir, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Une personne qui a du mal à prendre du poids, qui métabolise très vite tout ce qu'il bouffe, ça veut pas dire qu'il sera en bonne santé, mais ça ne sera pas perceptible. Il faut se dire une chose, c'est que les individus ont tendance à changer un comportement quand il y a quelque chose qui les dérange dans leur quotidien. Et l'image, le reflet dans le miroir est quelque chose qui peut déranger, ou le tour de taille, ou même, c'est pas forcément le reflet dans le miroir, mais de plus rentrer dans ses fringues, voilà. Assez peu, par contre, sur la fatigue ou sur un mauvais sommeil, les gens vont assez rarement remettre en question leur alimentation, alors que, globalement, une alimentation riche en glucides, en fin de journée, même, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que, on a une forte consommation de glucides, donc supposé un fort apport en tryptophane, qui est supposé aider à bien dormir, à se sentir bien dans sa tête également, puisque tryptophane étant précurseur et de mélatonine et de sérotonine, on devrait se sentir bien tout le temps quand on consomme plein de glucides, alors que la réalité montre que on est un des pays, je crois, les plus lourds consommateurs d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Donc glucides et tryptophane, en tout cas, ça marche pas chez tout le monde. Bref. Et il faut voir aussi le nombre de personnes qui sont traitées avec des hypnotiques pour dormir, donc ce qu'on appelle des somnifères, quoi. Bref. Donc j'avais noté aussi tous les aliments glucidiques, qu'il s'agisse de sucre, sauf fructose, ou de pain et de pommes de terre, sont convertis en glucose. Plus ils sont raffinés, transformés, plus cette conversion est efficace et rapide. Pour gérer ce sucre sanguin, le pancréas produit de l'insuline qui fait passer le glucose dans les cellules. Une partie est utilisée comme réserve d'énergie sous la forme de glycogène, mais chez les sédentaires, une partie de cette énergie est transformée très efficacement en graisse de réserve. Oui, pourquoi ? Parce que, bon, ça vous le savez, mais
quand vous apportez pas mal de glucides, il faut bien que le corps en fasse quelque chose, puisque le taux de glucose sanguin, donc quand vous mangez du sucre sous forme de pain, sous forme de riz, sous forme de tous les glucides possibles et imaginables, sauf les fruits, c'est pas le même mécanisme en fait, cet excès que vous venez de manger ne peut pas aller dans le sang et le laisser excessif. C'est-à-dire que le corps ne veut pas un excès de sucre dans le sang, c'est toxique. Donc du coup, il va tamponner ça grâce au pancréas en produisant de l'insuline, mais cette insuline produite a besoin que des portes s'ouvrent pour que ce glucide puisse rentrer. Et ces portes qui vont s'ouvrir, elles vont être au niveau du tissu adipeux, donc du gras, donc toutes les portes vont s'ouvrir. Tiens, fais rentrer l'excès dans mon tour de taille ou dans mon tour de fesse. Mais chez le sportif, il y a une bonne partie, ou chez le non sédentaire bien actif, une bonne partie aussi qui va être convertie sous forme d'énergie, donc au niveau des muscles. Nous, ce qu'on veut, c'est ça en fait, c'est convertir le maximum de ce qu'on mange en glucides sous forme de glycogène pour profiter de cette énergie pour les séances suivantes, etc. et pour avoir un bon galbe musculaire. Enfin bon, bref, voilà. Sauf que bon, je pense qu'on surestime déjà ça se compte en grammes et pas en kilos, le glycogène qu'on peut stocker quand on fait une séance d'entraînement, mais on surestime, c'est-à-dire que les gens, pour récupérer, ils vont consommer des tonnes et des tonnes de glucides alors que finalement ils en avaient pas besoin d'énormément. Bref, et voilà, tout ce qui est excessif, ça se transformera en tour de taille ou chez les personnes chez qui le métabolisme n'est pas optimal avec les glucides, quoi. Bon, bref, voilà, c'était un petit peu un sujet que j'avais envie de faire là-dessus. C'est toujours intéressant de voir que on a beau parler de toutes ces choses-là, il y a la résistance, la plus grosse résistance. En fait, ça fait partie tellement des habitudes alimentaires que pour certaines personnes, d'enlever le pain de la table, d'enlever les féculents de la table et de remplacer ça par ne serait-ce que par des légumineuses, la pomme de terre par de la patate douce ou plus de légumes un peu plus denses, je sais pas, d'essayer d'avoir une approche nouvelle. La résistance n'est pas physiologique. Elle est psychologique. C'est-à-dire que les gens, en amont, ils disent « mais moi, je ne tiendrai pas si je mange ça ». C'est-à-dire que même, je suis convaincu que si ces personnes-là, on leur fait manger le même nombre de glucides sous forme de ce que j'ai dit, qui me semble de bonne qualité ou de mauvaise qualité, psychologiquement, ces gens se sentiront mal de ne pas avoir eu leur riz blanc, leur pâte blanche, leur pain, et ils auront l'impression de ne pas réussir à tenir. Voilà. Donc c'est toujours la même chose. On est vraiment dans un aspect psychologique et peut-être que le discours, il faudrait qu'il change de ce côté-là et que ceux qui passent à la télé devraient dire « mais vous n'allez pas tomber dans les pommes si vous mangez pas vos pâtes, hein, il faut vous calmer là-dessus ». Et pour que les gens se disent « ah ok, d'accord, que ça leur ancre quelque chose de… » parce que sinon ils vont rester… C'est très… C'est très faux cul, moi je trouve, en fait, cette approche-là, encore une fois, parce que le jour où les gens sont malades, par contre, on leur dit de faire attention, et c'est un peu dégueulasse parce qu'ils auront bêtement suivi les conseils qu'ils ont vus partout. Moi j'ai fait ce qui avait marqué, j'ai mangé des féculents matin, midi et soir, j'ai mangé pas trop de viande parce qu'on m'a dit que c'était pas bien, j'ai évité de manger du beurre et tout, j'ai mis de l'huile d'olive, et pourtant j'ai gagné 1 kilo par an depuis 20 ans, et donc du coup maintenant j'ai un problème de santé. Et alors que ces gens, ils ont suivi de manière académique les recommandations qu'ils ont vues et qu'ils ont entendues partout, qui se disaient au repas, qui se disaient au bureau, qui se disaient partout chez les gens qui n'avaient pas les connaissances, en tout cas les plus modernes sur la nutrition. Enfin modernes. On avait découvert que les glucides faisaient grossir, je crois, fin du 19e, début du 20e. Donc c'est pas nouveau. Bref. Deuxième partie, deuxième rubrique sur la viande. Donc le gros titre, c'était « Arrêter de produire de la viande pourrait-il sauver la planète ?» Voilà, donc il dit « Éliminer l'élevage des animaux pour stabiliser les niveaux de gaz à effet de serre ». Alors il donne des chiffres au début. Moi j'aime bien commencer par les chiffres, parce que vous savez, j'en avais parlé par rapport à, par exemple, à l'automobile. C'est quoi le constat par rapport au gaz à effet de serre de l'automobile, de l'alimentation et tout. Donc en France métropolitaine, l'agriculture est responsable d'environ 19% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un rapport de 2021. C'est moins que le secteur des transports qui tourne autour des 30%, mais cela reste conséquent. Et l'élevage à lui seul compte pour moitié de ces émissions, donc 48% contre 40% pour les cultures et 12% pour les engins associés à l'activité. Voilà pour les chiffres qu'il donne, etc., etc.
Donc, ils sont allés voir quelqu'un de l'INRA. Donc, l'INRA, j'aurais pu exactement la définition. Alors, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Alors, c'est maintenant, on dit l'INRAE ou l'INRAE parce qu'il y a un E qui s'est rajouté à la fin. Avant, c'était l'INRA tout court. Donc, ils disent, la question que nous nous posons aujourd'hui à l'INRA, je dirais l'INRA, c'est de savoir quelle serait la part optimale de l'élevage dans l'alimentation humaine pour répondre à un certain nombre d'enjeux, parmi lesquels celui du changement climatique. Parce que oui, en fait, là, ce qu'avancent le plus les écolos et compagnie, c'est d'arrêter de manger de la viande pour le climat. Stop, fini. Mais il y en a qui résistent. Nous, on résiste. Là, on aime bien le steak quand même. On aime bien un peu de poulet rôti le dimanche, c'est bon quand même. Et du coup, bientôt, on prendra des cailloux. Mais là, aujourd'hui, ça va. On passe encore à travers les gouttes. Mais bientôt, visiblement, ça passera plus. Alors eux, on va voir ce qu'ils disent par rapport au climat, parce que c'est quand même des gens c'est leur job de voir un petit peu ce qui se passe, environnement, alimentation, tout ça. Donc, selon une étude réalisée par l'IFOP en 2020 à la demande de France Agri Maire, 24% des Français se déclarent flexitariens. Comprenez qu'ils limitent leur consommation de viande, mais à peine plus de 2% des Français avancent aujourd'hui avoir adopté un régime sans viande, et parmi eux, certains reconnaissent faire quelques écarts. On semble bien loin du tout végétarien. Alors, je sais pas si vous connaissez l'humoriste Maxime Gasteuil, je crois, qui parle des flexitariens. Je suis assez d'accord avec lui. Les flexitariens, c'est ceux ils ont tout compris. Ils ont tout compris parce qu'ils peuvent plus se faire attaquer trop, parce qu'en fait ils sont végétariens, sauf que de temps en temps ils mangent de la viande. En fait, ils sont comme moi, quoi, parce que moi je suis végétarien entre deux morceaux de viande, quoi. Mais ils vont dire non, mais nous c'est plus ponctuel. Moi c'est assez ponctuel quand même aussi. De la viande, c'est peut-être pas tous les jours, etc. Donc on est tous plus ou moins flexitariens. Après, moi, je fais une différence entre le flexitarien qui se dit je m'autorise de la viande, par exemple les jours d'anniversaire, ou juste le dimanche le poulet, ou alors juste les jours de fête. Bon. Et là, je pense que on est végétarien avec un écart. Flexitarien, pour moi, c'est plus celui qui essaie de réduire et qui, de temps en temps, s'en autorise. Donc, ça me semble être ce que font des gens de bon sens. Voilà. Mais bon, là je parle du grand public, je parle pas des gens qui pratiquent la muscu, je parle du grand public. Les gens qui pratiquent la muscu et compagnie, à un moment donné, il y a des besoins qui sont autres. On peut avoir des protéines dans les végétaux, il y en a plein qui le tolèrent bien en fait, mais il y en a qui le tolèrent pas. C'est-à-dire que protéines végétales pendant un certain temps, ils ont beau essayer toutes les combinaisons possibles et imaginables, à un moment donné, ils sentent qu'ils sont fragiles, faibles. Il y a un truc qui se passe mal en fait. Et un jour, on comprendra que génétiquement on a des différences par rapport à ça. Donc je reprends, consommer des animaux, ce n'est pas non plus optimal. On nourrit 5 à 10 fois moins de personnes avec un ruminant qu'avec les céréales et les oléoprotéagineux qui ont servi à nourrir l'animal. Bah oui, là il y a une grosse perte, nous précise Marc Benoît. Donc il dit aussi, alors même que les rendements sont inférieurs d'environ 20%, parce que leur consommation de protéines animales est moindre, il y a donc des arguments forts en faveur d'une diminution de la part de l'élevage dans l'agriculture. Alors j'avais vu que oui à l'élevage, mais à un élevage raisonné, donc il parle. On comprend mieux pourquoi l'ingénieur de l'INRA évoquait en introduction un optimum à trouver. Donc quelle est la bonne dose d'agriculture de tout ça pour un bon équilibre. Et il dit que si l'on espère produire plus proprement, sans pesticides, sans herbicides, en particulier pour les grandes cultures céréalières, il va falloir casser naturellement les cycles des maladies et des ravageurs, et pour ce faire, complexifier ces cultures, nous explique Marc Benoît. En rallongeant les rotations et en incluant des cultures fourragères, le mieux ensuite sera d'encourager l'élevage, les herbivores en particulier, pour les valoriser. Donc il disait, par exemple aux Pays-Bas, les chercheurs recommandent une part de 12% de protéines animales dans le régime alimentaire des Hollandais. À moins de 12%, l'agriculture locale en viendrait à occuper plus de surface pour nourrir la même population. Donc dans le monde, l'optimum se situerait à environ 25%. Donc voilà, on n'est pas à 0, on est à 25%, indique Marc Benoît. Car le chiffre varie selon les pays. Dans les régions montagneuses, l'animal est intéressant. Il profite de zones pastorales sur lesquelles il est de toute façon impossible de produire des aliments à destination des hommes. Il y aurait ainsi dans le monde pas moins de 1,3 milliard d'hectares de surfaces agricoles non cultivables, des surfaces que certains appellent à boiser, pour stocker un peu plus de
carbone. C'est un pari risqué d'abord parce que alors ça c'est là où j'ai trouvé ça intéressant. C'est un pari risqué parce que sans animaux pour entretenir ces paysages, les broussailles vont prendre le dessus. Commente pour nous Marc Benoît. De quoi augmenter le risque d'incendie. Donc pas d'animaux. Donc qui mange, qui équilibre, on va dire, la pousse des végétaux parce qu'ils en mangent. Ça peut augmenter en bout de chaîne le risque d'incendie. Un risque déjà accru dans le contexte de réchauffement climatique. Et il faut rappeler que la biodiversité s'épanouit plus dans un milieu semi-ouvert comme ceux qu'entretiennent les herbivores, pas dans les forêts. Sans parler de la question sociale, que vont devenir les dizaines, voire des centaines de millions d'éleveurs de ces zones. Bon, ça, les gens, on l'oublie. Hein, manger tous sans viande, mais il y a plein qui perdent leur emploi. D'un autre côté, ainsi demander à tout le monde de se convertir au végétarisme serait pas seulement impossible, mais en plus totalement contre-productif. Et malgré des considérations environnementales, nutritionnelles ou encore éthiques grandissantes, la part de produits animaux dans l'alimentation d'un Français moyen reste aujourd'hui de 60 à 70%. Ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre-là, 60 à 70% d'alimentation qui viendrait des animaux, je vous garantis que moi j'en ai moins que ça. Parce qu'en fait, le calcul n'est pas réellement juste quand je vais vous dire les choses. Mais bon, bref, dans mon assiette, déjà globalement, ce qui représente 60 à 70%, ce sont les végétaux. Je parle de mon assiette à moi, pas de celle de Monsieur Tout-le-Monde, la mienne. Donc déjà, moi, je mange moins que le Français moyen. Donc rappelez-vous ce que je vous disais par observation et déduction dans d'autres podcasts, où je vous disais, mais on incrimine souvent les sportifs et tout de manger beaucoup de viande et tout ça, mais il me semble que ceux qui ne font pas attention, qui ne font pas de sport, qui vont à la petite cafette, ils mangent parfois plus de protéines que nous. Parce que j'avais dit les petits œufs mimosa en entrée, le steak en plat du jour et le fromage blanc ou fromage tout court en dessert. Donc et voilà, il y a quand même alors que le sportif, en tout cas celui qui fait fitness et tout, souvent il a sa source de protéines par repas, il n'en a pas 3 quoi, il en a une. Alors il aura peut-être un peu plus, donc au lieu de 100 il aura 150 grammes, mais il aura que ça. Il n'aura pas des œufs, plus de la viande, plus du fromage blanc ou un yaourt ou du fromage, enfin voilà quoi. Donc, ils disent, l'optimum, ce serait sans doute de diviser la consommation de viande des pays occidentaux par 3 ou 4, cela nous aiderait à nourrir tout le monde avec une agriculture plus propre. Bah ouais. Mais bon, quand on essaye de le faire, on se fait attaquer par les charcutiers et tout, parce que en fait, on essaye d'enlever ce qui devrait être dans le domaine du plaisir plus que du quotidien. Et on s'attaque à un marché. Ce sont des gens qui vivent de ça. On leur attaque leur gagne-pain. C'est normal qu'ils se défendent. Mais globalement, finalement, si les gens adoptaient plus une approche alimentaire, finalement plus sportive, ils mangeraient peut-être moins de viande. Faut voir que quand même, le sans viande, d'arrêter de manger de la viande, ce serait pas forcément une bonne idée. Donc après, c'est pas mon constat, encore une fois, c'est celui de l'INRA, en tout cas de certains spécialistes, qui disent qu'il y a un équilibre à trouver plus qu'une suppression totale dans le quotidien. Donc moi, je serais content de me dire qu'il y a que de la viande de très bonne qualité élevée sur des terres où ça pénalise personne et que la bête a été en bonne santé, heureuse, donc sa viande serait vraiment de bonne qualité, enrichie en bonne graisse parce qu'elle aurait mangé ce qu'il faut, etc. Donc moi je serais super content, mais comment on fait ? Comment fait-on pour encourager ça ? Moi, je veux bien, mais comment fait-on pour encourager ça ? Je serais le premier à aller acheter ma viande s'il y avait que celle-là et plus d'autres, en fait. Mais le problème, c'est qu'il y a de l'autre. Et l'autre, tant qu'elle est là, est moins chère. Il faut, à un moment donné, les gens regardent aussi, on parle souvent de pouvoir d'achat, les gens regardent leur panier de courses. Ils regardent ce qui va leur rester s'ils prennent l'entrecôte à 25 € le kilo ou celle à 12 € le kilo, quoi. C'est normal. Bon, bref. Dormir plus pour perdre plus de poids. Ça vous étonnera pas puisqu'on en a déjà parlé, mais là on va essayer d'en parler autrement. Alors dans le titre c'est dormir 1 heure de plus par nuit aiderait à perdre du poids.
Une étude récemment publiée propose une stratégie toute simple pour perdre du poids. Dormir 1 heure de plus chaque nuit. En effet, augmenter son temps de sommeil aiderait à réguler l'appétit et donc à réduire la quantité de calories ingérées dans la nuit. Donc, alors, au début, toujours des chiffres. Les chiffres, ça permet de rentrer dans l'article. En France, il y a 6,5 millions de personnes obèses. Donc, voilà, soit 14% de la population adulte, ce qui n'est pas rien. L'obésité est une des causes principales de décès dans le monde, car en surpoids, c'est être exposé à un risque accru de développer un diabète, des maladies cardiovasculaires, certains cancers, ou d'y passer avec le Covid aussi, il aurait pu dire. Donc l'obésité est une maladie complexe multifactorielle. Un lien a été récemment établi entre obésité et dépression. Le manque de sommeil est un des facteurs de risque identifiés de l'obésité. Donc voilà, ils ont fait une étude. Cette étude porte sur 80 adultes âgés de 21 à 40 ans, ayant l'habitude de dormir moins de 6,5 heures par nuit, donc de moins de 6 heures et demie. Donc c'est trop peu. Les participants étaient en surpoids avec un IMC compris entre 25 et 30. Pour rappel, une personne est considérée comme obèse lorsque l'IMC est supérieur à 30. Donc ces personnes n'étaient pas considérées comme obèses, mais en surpoids. 2 groupes ont été constitués. Le premier ne change pas ses habitudes de sommeil, tandis que le second est encouragé à dormir plus via des séances de conseils d'hygiène du sommeil, de rituels de coucher, d'environnement de la chambre, etc. pour atteindre une durée de sommeil de 8h30. Voilà. En revanche, aucun conseil n'est donné concernant les apports alimentaires ou l'activité physique. Donc les gens, on leur a juste dit, toi, tu changes rien, et toi, tu dors 8h30. T'essayes de dormir 8h30 et je vais t'aider à le faire par des rituels. Je t'apprends comment tu peux dormir 8h30. Et donc, ce qu'ils ont conclu, ils se sont intéressés à 2 indicateurs, la durée du sommeil nocturne mesurée avec un moniteur et la quantité de calories absorbées chaque jour mesurée grâce à un test urinaire. Test urinaire et dans le groupe qui a reçu des conseils, la durée de sommeil a été allongée. Donc, celle qui a reçu des conseils, il a dormi 1 heure, un peu plus d'1 heure. Un peu plus d'1 heure par nuit, en moyenne, comparé au groupe contrôle. Et les apports énergétiques ont diminué de 270 kilocalories par jour. Donc en moyenne, dans ce même groupe. Plus intéressant encore, la diminution des apports caloriques était proportionnelle à l'augmentation de la durée de sommeil. Plus les patients dormaient longtemps, plus ils réduisaient leur apport calorique dans la journée suivante. Donc voilà, donc il dit. Alors là, il y en a qui vont dire, mais mathématiquement c'est normal, Théo, puisque la personne dort plus, elle a moins d'opportunités d'aller à son frigo manger. C'est pas en fait comme ça que ça se passe, puisque les gens, c'est pas en ouvrant les yeux, c'est pas le moment où on mange, et ça serait tenable ce discours si en fait on s'alimentait non-stop à partir du moment où on ouvrait les yeux jusqu'au moment où on s'endormait. Mais là c'est pas le cas. Dans la journée, nos rituels ne sont pas faits comme ça, quoi. Donc de manière intéressante et originale, les auteurs ont montré ici un lien entre diminution des apports caloriques et durée de sommeil. Donc plus on dort, moins on mange. Même si les mécanismes sous-jacents sont encore mal compris. Enfin, mal compris, oui et non. Parce que, j'en ai déjà parlé dans pas mal de contenus. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites dessus. Quand on est fatigué, donc quand on est épuisé, qu'on n'a pas bien dormi, pas bien récupéré, on a une volonté, une motivation qui est plutôt basse. Et quand on est dans ces configurations-là, on a un appel sucré régulier ou gras même, donc on va être appelé par les aliments caloriques. Donc peut-être que quand on vivait dans la savane, ça nous dirigeait vers des aliments denses pour se régénérer, des fruits ou même une côtelette qu'on avait eu à la chasse. Mais aujourd'hui, on va se tourner vers le Kinder Bueno, les trucs denses, sucrés, rapides, quoi. Donc moi psychologiquement, j'appelle ça en fait d'essayer de, puisqu'on ne peut plus dormir, parce qu'il faut aller bosser et tout, et on peut pas allonger sa nuit, on est fatigué, on n'a pas assez dormi, on va chercher à tamponner cette fatigue par un apport excessif d'énergie par l'alimentation. Donc au niveau du cerveau, ça se passe comme ça, donc c'est-à-dire que même au niveau physiologique, on est appelé à manger, comme si on voulait tamponner ce manque d'énergie par de l'énergie venant de l'alimentation, mais il y a également un rôle, je pense, de croyance et d'éducation qui, dans notre cerveau, enfin dans notre mental plutôt, pas dans notre cerveau, mais mentalement, si on a reçu que ce qu'on nous dit dans les médias et tout comme recommandations alimentaires, sucre égale énergie. Rappelez-vous du slogan 1 mars et ça repart. Donc on a été ancré
avec ça. Donc il y a un aspect psychologique, c'est-à-dire que Mars et ça repart, c'est une barre sucrée chocolatée et vous êtes fatigué, une barre sucrée chocolatée, vous redémarrez quoi. La pub, vous vous rappelez dans le désert où je sais plus ce que c'était, il y avait un espèce de cow-boy ou je sais pas quoi qui allait dans un espèce de truc religieux où il y avait des moines dans le désert. Et puis, comme s'il abandonnait, je ne sais pas ce qu'il abandonnerait d'ailleurs, mais il abandonnait la vie traditionnelle pour aller se mettre dans un espèce de monastère. Et il mange un Mars, et puis hop, finalement, il change d'avis, il se barre de nouveau à l'aventure. Et il y avait un gros seau avec plein de papiers de Mars, et à chaque fois, je sais plus si c'était un prêtre ou je sais plus ce que c'était, qui râlait parce qu'à chaque fois c'était la même mayonnaise, il se barrait parce qu'il retrouvait de l'énergie à vivre en fait. C'était le symbole était fort, c'était vous retrouvez du sens à votre vie en mangeant un Mars, de l'énergie pour repartir à l'aventure et tout. Donc c'est vrai que ça c'est tamponné, c'est ancré dans notre tête. Donc en manquant d'énergie, en manquant de sommeil, on cherche à tamponner ça par quelque chose de sucré, de dense, parce que dans nos croyances, ça a été comme ça. Voilà. Alors que le Mars n'était pas disponible. Pour rappel, il y a des années et des années en arrière, et pourtant, si je suis là à vous parler, c'est qu'on a réussi à survivre, même fatigué. Donc ça peut être intéressant, comment l'appliquer dans un mode de vie pour les personnes qui ont envie de perdre du poids, simplement ceux qui ont une petite résistance, déjà ceux qui ont des problèmes d'alimentation de type émotionnel, vous savez, qui ont souvent tendance à craquer, le sommeil devrait être, au lieu de vous rencarder sur comment résister, essayez plutôt de regarder comment dormir plus longtemps et mieux. Ensuite, ça peut être également parce que si on voit 270 calories en moins, on n'est pas loin, vous savez, du moins 300 qu'on recommande quand on fait une perte de graisse par rapport à une période de maintien. Moins 300 kilocalories, même si les calories, c'est pas qu'une question de calories, la perte de poids. Je sais qu'aujourd'hui, même dans le monde de la muscu, on dit c'est qu'une histoire de rentrée-sortie, tu manges moins, tu perds, tu manges plus, tu prends. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et enfin voilà, il y a des gens, enfin non, cette idée des calories, c'est une idée trop simpliste et qui, pour moi, ne fait pas sens du tout. Parce que manger le même, je vais pas me détailler ici, j'en ai déjà largement parlé. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, mais moi je suis pour une approche hybride où la valeur calorique, évidemment ça compte, mais il n'y a pas que ça. Il y a la nature des calories qu'on consomme également, quoi. Sinon ce serait trop simple. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je pense que j'ai assez parlé en tout cas. Et si vous avez envie de ce fameux programme un programme plus axé sport dans l'idée qu'on a du sport, c'est-à-dire rentrer dans une séance et en sortir à la fin sans trop se poser. Allez voir le plan que je propose, surtout pour les personnes qui s'entraînent à la maison et qui n'arrivent pas à rentrer dans leur séance. Là, franchement, ça va vraiment vous aider à faire une séance que j'ai appelée hybride training, sans pénaliser votre force, votre système nerveux, mais en augmentant un peu la dépense calorique plus... vous allez voir, testez-le, et vous verrez que vous ne serez pas déçus du plan. Je m'arrête ici, très bonne semaine à toutes et à tous, très bon entraînement, et on se retrouve soit la semaine prochaine, soit tout de suite dans les notes. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu,
Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.